Après quelques temps de vacances, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Camille 4. C'est la nouvelle saison de Conversation. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité au programme de votre télé. Conversation, c'est un rendez-vous, vous le savez, au cours duquel nous revenons sur les points marquants de l'actualité. Et l'actualité au devant de la scène dans cette journée du 6 novembre 2013, c'est bien entendu les 31 ans du renouveau. Cela fait donc 31 ans que Paul Biya est au pouvoir. Le président de la République, chef de l'État du Cameroun actuel, était arrivé après la démission de son prédécesseur, Amadou Ahidjo, survenu, elle, le 4 novembre 1982. Il prenait donc le pouvoir 2 jours après, le 6 novembre 1982. Il avait axé son thème, son idéologie ou alors son cadre politique sur la moralisation des comportements. 31 ans après, tout ceci a-t-il été fait? Mesdames, Messieurs, voilà autant de thèmes sur lesquels nous nous reviendrons au cours de cette émission. Et nous avons pour en parler avec nous sur ce plateau deux invités. L'un est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il se nomme Jacques Bimaï. Il est membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du parti de Paul Biya. Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir Constance Écolé. Et bonsoir également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Camille Télévision. Il faut dire qu'en face de vous, nous avons le docteur Serge Simon Soho, qui est lui le secrétaire national à l'organisation de son parti, c'est l'Union des populations du Cameroun. Monsieur, bienvenue à vous également. Merci, bienvenue à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Camnews qui sont des fidèles et des citoyens qu'il faut encourager pour la réussite de l'UPC aux élections de 2013. Très bien, cela dit, le décor est donc planté. Mesdames, Messieurs, ça va se faire ainsi très souvent et nous reviendrons pour avoir un débat contradictoire, question d'évoquer pour mieux comprendre ce qui est fait, l'appréciation selon le côté où l'on se trouve. On l'a dit en tout début de cette émission, c'est les 31 ans du renouveau, le bilan politique, social, culturel de Paul Biya depuis ses 31 ans au pouvoir. Monsieur Bimaï, vous sortez tout droit de la fête, avoir votre posture, votre habillement. On sait, le RDPC a décidé de fêter. Pourquoi est-ce que vous décidez toujours d'allier les 31 ans de Paul Biya au pouvoir à l'existence du parti RDPC? Non, vous savez, nous avons un parti politique, je crois avec une grande orientation, avec une grande vision, incarné par un homme, c'est notre président national, qui est chef de l'État depuis 31 ans. Je crois que c'est une fierté. C'est pour cela que nous sommes en train de fêter. Et on a envie de vous demander, après ça, on s'attend à quoi? Comment est-ce qu'on se sent au soir donc des festivités, comme on a vu partout ailleurs à travers le triangle national aujourd'hui? Non, vous savez, pour fêter 31 ans, ça signifie qu'il y a la stabilité. Ça signifie qu'il y a la paix. Je crois que dans un pays comme le nôtre, dans une sous-région qui connaît des perturbations politiques, nous le savons très bien, nous ne pouvons qu'être fiers. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui fêter, mais même si nous sommes en train de fêter, nous savons que nous devons nous mettre au travail, résolument au travail, pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Bien, M. Simon Serge Soho, vous êtes donc secrétaire national à l'organisation de l'Union des populations du Cameroun. On a envie de vous demander, au-delà donc de ces festivités, on sait quand même que c'est un parti allié au vôtre, si on doit un peu faire marche arrière. Mais la question qu'on a envie de vous poser dès l'ouverture de ce plateau, c'est quelle est la dernière actualité au sein de l'Union des populations du Cameroun? Bien, la dernière actualité au sein de l'Union des populations du Cameroun, c'est le bilan du double scrutin du 30 septembre 2013 qui est largement positif pour notre parti. Et aussi, c'est la préparation des échéances futures parce que quand on regarde comment est géré le Cameroun, quand on regarde dans quelle direction il va, nous sommes préoccupés par rapport à l'histoire des pays qui ont eu une gestion similaire avec un dirigeant d'une longévité similaire. Donc l'UPC voudrait que cela n'arrive pas au Cameroun, à savoir la catastrophe, parce que le nouveau nom de la paix, en fait, c'est le développement. Et quand un pays comme le nôtre est en train de s'enraciner dans le sous-développement, il y a une menace sérieuse sur la paix depuis plus de 20 ans. Nous sommes le seul pays où les forces de troisième ordre
ont été invités à jouer le rôle de la police pendant près d'une année. Ça veut dire que le président Biya, lui-même qui dirige le pays, sait qu'il y a quelque part un problème sérieux qu'il n'a pas pu résoudre pendant 30 ans. Et je suis content que le RDBC veuille, comme le président Aïdjo l'avait fait en récupérant les plans quinquennaux, veuille récupérer le programme politique de l'Union des populations du Cameroun, à savoir l'élévation du niveau de vie des Camerounais. Mais il vaut mieux prendre l'original que d'essayer de faire une copie. Donc nous invitons tous les Camerounais à faire confiance à l'Union des populations du Cameroun, à lui confier les rênes du pays pour voir comment le Cameroun va devenir un pays développé dans 10-15 ans. Et il semble que la population a déjà commencé par vous rendre cette politesse-là en vous accordant déjà un score plus que jamais acceptable au sortir de la double consultation électorale du 30 septembre 2013 dernier. Vous disiez tantôt, avant qu'on arrive sur ce plateau, que le débat aujourd'hui tourne autour de la formation également d'un troisième groupe parlementaire, le groupe appelé le groupe des apparentés. Oui, parce qu'il faut que les politiques et les gouvernants camerounais comprennent que le Cameroun, c'est notre bien à tous, que c'est notre objectif, que c'est notre propriété commune, c'est notre souci premier, qu'il ne s'agit pas d'appartenir, qu'il s'agit de construire une vision de la gestion. Et cette vision ne sera équilibrée que si on laisse un certain jeu politique se faire. C'est-à-dire que normalement, nous sommes en démocratie, nous savons qu'il y a un parti qui s'est déjà octroyé la majorité de manière légale ou illégale, le résultat est là. Maintenant, pour qu'il y ait quand même cette mouvance sécuritaire et cette certitude qu'on peut réussir même si on est embrigadé, nous avions pensé que les autres députés de l'opposition pouvaient être, qu'on les laisse travailler, qu'on n'essaye pas en cooptant certains dans les arènes gouvernementaux, créer des déséquilibres. Il faut que les parlementaires profitent pour se former, parce que notre démocratie est en cours de formation. Donc il est temps que nos députés aussi apprennent à travailler, à faire le travail de député, à initier les lois, à critiquer les projets gouvernementaux et à faire le contrôle du gouvernement, à mettre en place des commissions. Voici tout un processus qui est en place. La lutte, dit-on, contre la corruption. Il n'y a pas eu de commission parlementaire pour enquêter sur la situation. Or, on sait qu'il y a eu de graves violations des droits de l'homme dans ce processus. On ne dit pas qu'on ne doit pas lutter contre la corruption, mais en toute règle de justice, on sait que la procédure est reine de l'équité. Et quand la procédure est biaisée, il y a danger. Je ne pense pas que le président Paul Biya ait instruit cela. Je crois, quand on lit ses discours de 82, ce n'était pas son intention. Si on pouvait me permettre de venir sur l'homme Biya, il faut connaître qui est l'homme Biya avant de l'apprécier. Tout à fait. Nous allons donc revenir sur la personne tout à l'heure, puisque le thème même de cette émission, c'est les 31 ans du renouveau. Le bilan, il est d'abord, dans un premier temps, politique. Le second, ce sera l'économie. Et le troisième, ce sera le social. Nous allons bien entendu commencer avec vous, vous qui êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre titulaire du comité central, M. Bimaï. S'il vous était donné aujourd'hui de parler de façon ramassée du bilan, de présenter le bilan du renouveau. Le renouveau qui est le RDPC, comme vous voulez le faire croire aux populations tous les jours. Ce serait lequel? Bon, je vais dire d'abord ceci, M. Collet. Je voudrais que mon compatriote de l'UPC, on n'est pas en campagne. Je crois qu'évidemment, on a eu la campagne ici. Aujourd'hui, on est dans un débat constructif et on a besoin plutôt d'apport d'idées pour faire avancer le Cameroun. Aujourd'hui, politiquement, qu'est-ce qui a été fait entre Non, je reviens là-dessus. Vous savez, pour parler d'un bilan, il faut d'abord parler du contexte dans lequel le renouveau est né et a évolué. Tout à fait. Je peux vous dire que lui-même, il a dit, l'homme qui est arrivé en 82 avec des grandes idées, qu'est-ce qu'il a eu en face? Elles n'ont pas changé tout de même. Depuis, qui n'ont pas changé. Il est constant dans ses idées. Un homme qui veut moderniser le Cameroun, qui est déterminé. Mais il y a eu des situations avec des causes que je dirais exogènes, surtout exogènes, à plus de 80%. On a eu de 86 jusqu'à environ 2006, environ 20 ans de crise économique. Une crise économique qui a été due à la détérioration des termes de l'échange, à la chute du dollar, par exemple, en 86-87, La crise économique. la crise économique. On a eu la crise financière,
des crises financières d'ailleurs, avec la dévaluation du franc CFA, que vous connaissez, d'accord? Sur le plan politique, il y a eu des crises, ces tentatives de putsch en 84, il y a eu en 90 le vent de l'Est, qui est venu bouleverser tout dans le monde entier. En bref, il y a eu beaucoup d'événements. Pendant ce temps, pendant toutes ces crises, ça veut dire qu'à un certain moment, le pays ne pouvait plus créer des richesses. Le pays n'avait plus de moyens. Mais il y a un facteur pour nous, c'est qui maîtrise le problème de développement. Les données démographiques. Pendant ce temps que l'économie était presque en faillite, pas à cause du chef de l'État, la population camerounaise ne faisait qu'augmenter en nombre. Ça veut dire qu'on n'avait pas de richesse, la pauvreté était là. Et je crois que depuis qu'on a atteint le point d'achèvement en 2006, nous avons un homme qui est constant, qui est déterminé, qui est en train de tout faire. C'est pour cela que d'ailleurs, je vais revenir tout à l'heure, sur le plan politique, et je souhaite que, bon, voilà, je souhaite que peut-être pour aller trop vite, revenons sur le plan économique. Bon, non, attendez. Comment se présentent les institutions camerounaises entre 1982, 6 novembre 82, 6 novembre 2013? Qu'est-ce qui a évolué sur le plan politique concrètement? Quelle est la lecture que vous, qui êtes du côté du renouveau avec son parti, le Rassemblement démocratique camerounais, quel est le bilan que vous présentez au Camerounais aujourd'hui? Évolution politique. Voilà, évolution politique. Je peux dire que, la mise en place des à moins qu'on ne soit de mauvaise foi, on a aujourd'hui une démocratie apaisée qui se met progressivement en place avec des élections transparentes. Je suis très content de la dernière élection du 30 septembre dernier. Vous n'avez pas eu de contestation, par exemple. Je prends l'exemple de Douala 5. Il y a quand même des contentieux. Oui, il y a des contentieux, mais des contentieux sur, je peux dire, des problèmes de forme, machin. Il n'y a toujours pas eu l'unanimité autour de l'organisation des opérations. Disons que, oui, mais là c'est autre chose. Les élections se sont passées. Pour une fois, quand même, je prends un exemple, par exemple, à Douala 5, c'est l'une des plus grandes circonscriptions du pays. Je crois que l'opposition, je vais dire ici, du Bourg-Est, le SDF, l'UPC, on n'a pas eu de consultation, ce qu'on entend toujours. D'accord? Et tout ceci, c'est tout simplement la volonté d'un homme qui a su mettre en place des structures qui s'adaptent à chaque fois à notre société, à son évolution. Vous savez, en politique, il est important d'avoir, par exemple, des arbitres. Et parmi ces arbitres, ce sont les médias. Le Cameroun est l'un des rares pays où aujourd'hui on a eu la libéralisation totale des médias privés. Prenez un cas comme la Côte d'Ivoire. Si vous voyez le nombre de télévisions privées et le nombre de radios privées, il n'y a pas match avec le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas... Attendez, c'est une volonté politique. Je vais dire que les structures démocratiques ont été renforcées, nos institutions se modernisent davantage, d'accord? Aujourd'hui, depuis 2004, on est rentré dans un système décentralisé. Ça veut dire qu'on transfère déjà dans les 10 régions qu'on a pu créer les compétences au niveau des communes, des collectivités décentralisées. C'est une réalité. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que nous avons, nous faisons appel à l'opposition pour qu'elle participe d'une manière responsable à la construction des pays. C'est pour cela que le chef de l'État, je crois qu'il y a cette ouverture, on ne peut pas le nier, que ce soit avec le Parlement aujourd'hui qui a ces 2 chambres qu'on vient de mettre en place. Disons que toutes les structures qu'on devait mettre en place pour un jeune État moderne sont en train d'être ces structures sont en train d'être mises en place. On attend bientôt la mise en place de la Cour constitutionnelle. Je crois que tel que les choses évoluent, on n'est pas si éloigné. C'est un processus, je dis bien c'est un processus, mais c'est important. On ne peut pas bâtir une société démocratique sans démocrates. Et je suis fier que par rapport, contrairement aux dernières élections, ce qui vient de se passer le 30 septembre prochain, l'opposition commence à faire montre d'une certaine maturité. Et je crois que c'est honneur de notre pays.
Et nous devons continuer sur ce chemin-là. Bien, entendre le déroulement de M. Bimaye, vous avez envie de dire l'opposition n'a pas tout simplement voulu... Est-ce que l'opposition se dit tout simplement dépassée par les événements ou c'est une preuve de maturité politique, une acceptation? C'était son calme, était sa part de contribution à la marche du pays. Je ne vais pas répondre directement à votre question. J'aimerais, parce qu'on a dit qu'on voudrait parler du président Biya, mais je ne vais pas l'éluder. Je vais y revenir. On parle du renouveau. Voilà, du renouveau. Le renouveau, c'est le président Biya. Lorsqu'il arrive en 82, les Camerounais pensent qu'il y aura un nouveau régime. C'est une question de régime, de système. Or, Biya est issu d'un moule. Il hérite d'un système, mais il est sollicité par un peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète au peuple camerounais, très tardivement, ce que le moule lui a laissé comme séquelle. Il est certes, il hérite d'un régime et on peut dire quand même qu'il sauvegarde son régime, à savoir le pouvoir. Mais est-ce qu'il répond aux attentes du peuple? Je suis désolé, nous sommes dans la tragédie inverse du roi Christophe. C'est-à-dire que Biya a hérité d'un peuple qui a une vision plus haute et plus grande de la République et de la nation que lui. Et nous sommes tristes de voir que le peuple risque de mourir pour rattraper le rythme de Biya. Mais maintenant, non, ce que M. Bimaye dit, en fait, c'est du cynisme politique. Mais nous voulons travailler avec tous ceux qui gèrent le Cameroun, parce que nous sommes Camerounais. Mais nous disons qu'il faut qu'il joue franc jeu. Je prends un cas très simple sur lequel il vient pour les élections qui viennent de se passer. Il est de Douala 5e, il sait que je suis prévenu pour fraude électorale. Est-ce qu'on pense que l'UPC a tenté de frauder à Douala 5e? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les présidents des bureaux de vote payés par les gens du RDPC ont retiré les bulletins de l'UPC pendant les législatives dans 40 bureaux de vote. Ça, puisqu'on est en train de faire le bilan du renouveau, ça vous mettez ça dans quel cadre? Dans le cadre des insuffisances, des hommes. C'est-à-dire que comme on ne veut pas aller véritablement à la démocratie, il y a des gens qui pensent que pour sauver leur tête, ils peuvent se permettre n'importe quoi, ils sont intouchables. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dans la législation, dans la réglementation, on ne veut pas épurer les textes. Je prends deux cas. Il y a encore la détention administrative au Cameroun, sert à quoi? Pourquoi veut-on mettre des gens au-dessus de la loi? Parce que vous savez ce que c'est que la détention administrative. Ça veut dire qu'un préfet, un sous-préfet ou un gouverneur... Voilà. Donc, alors que nous avons signé toutes les déclarations, nous faisons partie de l'ONU, donc nous sommes sous l'habeas corpus. On ne peut pas priver quelqu'un de liberté sans une raison valable, sans un jugement. Or, la détention administrative peut aller à 30 jours. Oui. C'est une violation flagrante des droits universels de l'homme. Comment on peut aller en démocratie avec ça? Et on donne ça à qui? Et dans quel système? Dans un système où on sait qu'il y a des gens suffisamment corrompus et corrupteurs, puisque c'est le président Biya lui-même qui l'a dit 30 ans après, dans son dernier discours, on donne quand même ces privilèges à certaines personnes pour soutenir des gens qu'on sait déficients. Mais si l'opposition n'a pas réagi, justement, c'est pour dire que, bien qu'on veuille pousser les Camerounais à la faute, à la violence, nous disons que nous n'en voulons pas. Et nous voulons construire le Cameroun. Nous avons tourné le dos à la violence. Mais pour construire le Cameroun, nous voulons qu'on respecte des institutions dans leur nature et leur essence. Par exemple, les parlementaires, qu'on les laisse faire leur travail. Si, comme ils disent, ils veulent besoin qu'on discute idées, qu'on voie comment on peut sauver notre Cameroun, par exemple la ville de Douala de l'étouffement, eh bien, qu'on saisisse des directions des partis pour en discuter et non des individus en privé. Voilà les manœuvres qui nuisent à l'évolution démocratique. Parce que nous ne sommes pas en démocratie en fait. Nous sommes dans une monarchie adoucie. Parce qu'il n'y a qu'en monarchie où, par exemple, on décrète, parce qu'on est les meilleurs élèves d'un certain pays, de faire comme ce pays, même si la loi ne le prévoit pas, en disant, par exemple, aux médias, même si vous faites le tour des bulletins, des bureaux de vote, alors que la loi dit que chaque bureau, on affiche le PV, les résultats, ça veut dire qu'on a proclamé les résultats. Alors, si un média collectionne ces PV et sort le résultat, est-ce que c'est tendance, est-ce qu'on doit s'y opposer? Non. Est-ce que le média est lui-même Il n'est pas fautif. Pourquoi on donne à une structure qui n'a pas ce pouvoir? Mais c'est ça là. Qu'est-ce qui va vous rendre, économiquement opérationnel? Qu'est-ce qui va vous permettre de vendre cette primeur? Oui. Donc, je pense que je ne l'ai pas. Vous avez votre temps de parole. Maintenant, je vais conclure en disant que je disais tout à l'heure que M. Biya a quand même un mérite. On n'est pas chef d'État au hasard. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, quand vous y arrivez, vous avez un certain mérite. Le pouvoir, il vient de Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'il a été l'homme qu'il fallait aux Camerounais pour arriver là où les Camerounais veulent? Peut-être pas.
Peut-être qu'il avait fait une mission, mais a-t-il eu la bonne perception de la mission qu'il devait accomplir? Les Camerounais ne le savent pas. Il y a un quiproquo entre le chef de l'État et le Cameroun. Et c'est pour ça que nous, à l'opposition, on dit il en a quand même assez fait, on le félicite, mais on est temps qu'on prépare autre chose et un autre homme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Monsieur Bibaye, aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, vous étiez dans... C'est moi qui pose les questions, Monsieur Bibaye. Non, c'est moi qui voulais seulement compléter là, pour lui dire que nous sommes quand même, on a un système politique. Il a noté qu'il y a pas mal d'évolutions, même si les choses ne sont pas faites comme... Nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Je crois que ce sont des pouvoirs qui sont indépendants. Tout à fait. On a modernisé, on a un nouveau code pénal. Sur le plan des... Je crois qu'il y a des lois, parce qu'il ne faut pas mélanger des choses. Hein. Vous savez, même dans les États modernes, on modifie les lois. Vous savez, chaque pouvoir qui arrive peut, par exemple, moderniser ou bien changer des lois. Pour le moment, si tout se passe dans le cadre de la loi, vous savez, vous êtes un professeur. C'est là que vous confondez souvent la politique avec l'université. Hein, nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas avec la théorie et puis il y a la pratique. Bon, ce que je voulais dire ici, peut-être que c'est très important dans ce débat, ce que nous sommes en train de voir en termes de bilan. Vous savez, vous pouvez être un homme. Encore en politique. Attendez, oui, en politique. J'ai une grande volonté politique, comme le chef de l'État. Mais il faut avoir des moyens nécessaires pour cette politique. Vous avez un pays qui a plus de 20 ans de crise économique. Ça ne dépend pas de vous. Vous avez vu dernièrement, par exemple, en Europe, il y a la crise. Les Européens vont racheter, vont tout faire pour mettre de l'argent en Grèce, en Espagne et tout. Le Cameroun n'a pas eu cette chance-là. Et je vous ai donné une autre donnée. Parce que moi, je suis pratique. Non, moi, je suis pratique. C'est pour ça que je vous dis, pendant ces temps, vous avez une population qui augmente, un taux démographique qui est autour de 4%. D'accord? Ça veut dire que pendant 20 ans, vous vous imaginez ce que vous avez comme problème. Aujourd'hui, le chef de l'État, depuis qu'on a atteint le point d'achèvement, il a des moyens pour sa politique, mais il ne peut pas tout faire. Et dire aujourd'hui que rien n'est fait. Non, attendez, moi, c'est ce que je veux pas. Nous ne sommes pas encore en économie. Hein, bon, tout à fait, on va rentrer là-bas. Je veux seulement en train de vous dire que, bon, au fait, moi, je vous ai parlé au niveau, voilà, au niveau de la politique, le chef de l'État, il fait tout pour qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une chance, hein, par exemple, un débat comme ça, contradictoire, c'est aussi une volonté politique. S'il avait des choses à cacher, il n'allait pas libéraliser les médias. Mais il faudrait que nous, Camerounais, que nous puissions exploiter pour l'intérêt de la nation un outil comme par exemple les outils de la communication. Parce que sinon, si je vois, c'est pour ça qu'on parle de responsabilité de l'opposition. Si c'est utilisé pour raconter de n'importe quoi, moi vraiment je suis un peu gêné. C'est pour ça que je dis à mon compatriote, on n'est pas là à campagne. Là maintenant on est en train de dresser un bilan. Dans je ne parle pas de campagne. Je n'ai pas fait de campagne. Attendez, mais quand il parle de ça, qu'on parte de 82 jusqu'à aujourd'hui, moi je vois que les choses sont en train d'avancer. Il y a des avancées énormes, malgré les conditions économiques difficiles. Parce que sans moyens, l'homme politique, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien. La question, vous l'avez posée. On parlait donc, M. Bibaye constate qu'il y a pas mal d'évolutions politiques. Beaucoup de choses ont été faites pour essayer de le résumer. Beaucoup de choses sont faites. Il y a quand même eu aujourd'hui cette grosse avancée politiquement. C'est une grosse acceptation, une grosse évolution politique. La libéralisation du secteur de la communication, par exemple, avec tous ces médias qui font florès aujourd'hui au Cameroun. Mais il dit également qu'il y a pas mal de choses. Mais vous, de l'autre côté, vous constatez que c'est vrai, il y a cette évolution-là. Mais l'application, notamment la mise en œuvre des différentes choses qui sont prévues par la Constitution, est une autre réalité. L'exemple de l'Assemblée nationale, qui, selon vous, devrait aujourd'hui avoir 3 groupes parlementaires pour épouser les termes même de la loi qui prévoit que le bureau exécutif de l'Assemblée nationale, par exemple, devrait avoir, ou alors devrait refléter la configuration politique de la Chambre. Moi, je dis ceci, nous ne jugeons pas. Parce que nous sommes très mal placés, mais nous faisons une appréciation. Peut-être, comme il a dit, le fait d'être enseignant fait qu'on dit des choses croyant que tout le monde les comprend dans le sens où on le dit, mais les comprend autrement. Il faut qu'on apprécie. Et on apprécie par rapport au potentiel. Tout à fait. On ne peut pas comparer le Cameroun au Mali.
Or, sur le plan du potentiel humain, naturel, le Cameroun est à 1000 lieues du Mali. On ne peut pas comparer le Cameroun au Bénin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous comparer au dernier de la classe? Je dis, nous sommes en construction. Nous sommes d'accord qu'il y a eu. Mais je dis que du moule d'où venait le président de la République, on ne peut pas attendre mieux. Est-ce qu'il y a une mauvaise perception de son rôle? Je dis oui, parce qu'il n'a pas été formé pour l'homme que le Cameroun attendait. Les Camerounais qui ont couru en 82 pour applaudir l'homme du renouveau, aujourd'hui, lui-même leur dit qu'ils ont raison en mettant un premier ministre en prison, un secrétaire général en prison. Je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que en démocratie, on respecte les institutions et donc les hommes qui, à un moment donné, les ont incarnés. Mais pourquoi on en arrive là? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le régime qui le dit. Sur le plan de la démocratie, on pouvait faire mieux. Soyons courageux. Les Camerounais ne sont pas des gens qui vont détruire leur pays, l'ont montré. Ne faisons pas comme si on laisse les journalistes être responsables et on laisse la justice faire son travail. Quand ils ont commis une faute, il y aura catastrophe. Non. C'est quand on fait l'inverse qu'il y a risque de catastrophe. Tout à fait. Qu'on laisse les journalistes parler. Quand ils font une diffamation, si un journaliste me diffame, je le poursuis. Et il existe le droit de c'est tout. Si on laisse les médias faire leur travail avec un cadre libre comme il faut, vous allez voir qu'il y aura plus d'avancées que maintenant. Il n'y aura pas ce petit marchandage qu'il y a derrière. Et il y va aussi de notre droit à la liberté. Si on laisse vraiment les Camerounais libres, la liberté de réussir, c'est le plus grand facteur de réussite économique. Quand vous parlez de la crise, mais les gens ont géré les crises avant le Cameroun. Et ils s'en sont sortis. Donc le Cameroun avait des cas de figure pour sortir de la crise. Nous ne sommes pas sortis de la crise parce qu'elle était forte. Nous ne sommes pas sortis de la crise parce que le régime dans lequel on se meut et le système et l'homme qui l'a mis en place nous empêchaient de sortir vite de la crise. Et maintenant, nous ne sommes pas encore sortis, M. Boumaï. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Nous avons réussi à réduire les dépenses publiques en détruisant le pouvoir d'achat des Camerounais. Mais nous n'avons pas créé de richesse. Les livres publiés par le régime en place le disent. Bien, nous allons donc rappeler aux téléspectateurs que nous allons vous donner la parole tout à l'heure, M. Bimaï. Nous sommes le temps qui était donc imparti à la première articulation de ce programme est pratiquement dépassé, mais signale la réalisation. Il était question ici de constater déjà les évolutions politiques sous les... Mais laissez-moi dire 30 secondes quelque chose. 1982, Monsieur Collet, je voulais dire quelque chose. Et on a constaté... En 20 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Oui. Je voulais dire, en tant que démocrate, d'accord? Parce que je l'entends dire que Paul Biya ne serait pas l'homme de la situation. Il y a une élection présidentielle en 2011. Les Camerounais ont décidé que Paul Biya est le meilleur choix. Je crois qu'en tant que démocrate, ce qu'il devait faire autour d'un plateau, aujourd'hui, après cette élection, c'est de féliciter le chef de l'État et le respecter en tant que président de la République, meilleur Camerounais qui a été élu par la majorité des Camerounais. Ça, je l'ai dit. Malheureusement, vous avez, lui pense que c'est M. Soro qui doit nous dire qu'il doit être président du Cameroun. Je l'ai dit. Et nous ne nous sommes pas compris. C'est pour ça que je dis on ne peut pas avoir de démocratie sans démocrate. Non, monsieur Collet, il faut qu'on se comprenne très bien. J'ai commencé en disant que on n'est pas chef de l'État et 31 ans au pouvoir comme Biya sans le mériter d'une manière ou d'une autre. Il faut être clair, mais il ne faut pas biaiser les faits. Il y a eu combien de Camerounais à l'élection de cette année d'élection? Moins de 4 millions. Ah, voilà, il revient là-dessus. Mais je reviens dessus parce qu'on voulait insister. Il y a quand même, donc nous allons continuer dans le cadre de cette émission Conversation. C'est l'émission rentrée. Nous avons décidé donc de voir, parcourir un peu les 31 ans du renouveau. Là, c'était la première articulation, on le rappelle, pour voir un peu le bilan politique du renouveau 31 ans après. Cela dit, nous allons continuer dans le déroulement de ce programme. Sur le plateau, il y a M. Jacques Bimaï, qui est membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien entendu, M. Simon Sergisso, qui est le secrétaire national à l'organisation de l'Union des populations du Cameroun. Maintenant, nous allons attaquer le bilan économique du Cameroun. Depuis quelque temps déjà, on constate quand même que le septennat, le tout premier, 2004-2011, et celui qui est en cours, a mis carrément le pays tout entier en chantier. N'est-ce pas une grosse avancée sur le plan de l'économie, sur le plan de développement infrastructurel? N'est-ce pas une façon même de s'asseoir pour mieux attirer pas mal d'investisseurs aujourd'hui au Cameroun en entreprenant donc tous ces grands projets? Oui, quand même, nous pouvons remarquer qu'après des années noires, le Cameroun est en train de se rééquiper sur le plan infrastructurel et aussi sur le plan énergétique. C'est à féliciter, même s'il a fallu attendre longtemps.
Maintenant, ce qu'on devrait comprendre, si on communiquait effectivement, c'est qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui vient après. Bon, là, je crois qu'il y a un flou. Il y a un flou pour deux raisons. Parce que, voyez-vous, on peut vous construire des infrastructures et vous sombrer dans la misère. Parce que ces infrastructures, les routes ne vont pas créer l'emploi. Les routes ne vont pas produire les biens de consommation. Le Cameroun est déjà fortement dépendant sur le plan alimentaire. Fortement. Nous allons revenir tout à l'heure sur le plan social. Non, je suis sur le plan économique. Sur le plan économique. Je dis par exemple, l'agriculture au Cameroun a été abandonnée. C'est clair, malgré les efforts qui sont faits. Nous sommes passés à l'agriculture de deuxième génération. Dit-on, mais je ne la vois pas. Parce que la production, par exemple, du cacao, qui était à 106 000 tonnes 276 en 88, elle stagne encore. Elle essaye de rapprocher 200 000. Après 30 ans. Le café, il est à combien? Le café était à 124 000, il remonte vers 180 000. Après 30 ans. C'est-à-dire, on l'a trouvé à 124 000. On a fait 30 ans, malgré la crise qu'on dit. Parce que quand on va comparer maintenant les réalisations des individus sur le plan de leurs hôtels privés, on va voir qu'il y a des individus qui peuvent payer tout ce que ce café nous a mené. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, je ne pense pas qu'il soit lié fondamentalement à l'homme. L'homme est la cause parce que c'est lui qui devait impulser. Mais comme j'ai dit, il est sorti d'un moule. Parce que l'homme est la locomotive. Voilà, il est sorti d'un moule qui ne lui donnait pas les technologies nécessaires pour le faire. Mais il a créé un appareil. Le drame, c'est que ceux qui gèrent cet appareil n'arrivent pas, peut-être, ils n'arrivent pas à s'approprier, ou alors ils vont vous dire qu'eux aussi sont rentrés dans un moule qui n'est pas celui que le peuple camerounais attend. Et dans ce cas, je vous dis que nous avons la déflation, c'est-à-dire l'inverse, la destruction, a éteint l'ordre de 200%. C'est-à-dire le pouvoir d'achat des Camerounais a baissé de 200% par rapport à l'inflation depuis 1987. Et rien n'est fait. Et si rien n'est fait, je crois que le nouveau nom de la paix étant le développement, nous avons hypothéqué sérieusement la paix dans les 10 ans à venir. Monsieur Bimaï, votre réaction? Non, ce que moi je peux dire ici sur le plan économique, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fixe d'abord le contexte dans lequel évolue le renouveau. Il faut dire que le thème que vous avez retenu pour ce 31e anniversaire, c'est la dynamique de la victoire au profit des grandes réalisations. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de parvenir aux grandes réalisations nous sommes sans déposer un véritable bilan économique, sans faire une véritable projection? Nous sommes dans une dynamique et nous pensons qu'il faut consolider davantage la cohésion au niveau du parti, au niveau même de la nation, pour que nous soyons tous mobilisés pour les grandes réalisations. Je crois que j'ai tout expliqué. Je vous ai dit qu'à un certain moment, le Cameroun n'avait pas de moyens. Je dis le Cameroun, pas le président, pas le régime Paul Biya. Je dis le pays n'avait pas de moyens pour sa politique. On était dans une situation de crise. On a atteint le point d'échauffement depuis 2006. Et je crois que depuis 2006, on voit quand même qu'il y a des avancées. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan économique, nous essayons de relancer. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, on avait eu comme stratégie au départ, à l'indépendance de notre pays, le développement autocentré qui est une stratégie de développement. C'est-à-dire, le pays devait accumuler des capitaux nécessaires pour son développement à partir de l'agriculture. C'est ça qu'on appelle la révolution verte. Ça nous a réussi. Avec la crise économique, et c'est vrai, même si ça nous a réussi, en 1982, le pays accusait quand même un certain retard sur le plan économique parce que nos infrastructures n'étaient pas au niveau de là où on devait être. Monsieur Bimaï, oui. Monsieur Bimaï, attendez, non, avant de continuer, vous allez garder un peu, vous allez mettre une pause sur votre question, sur votre déroulement, sur votre réaction. Mais avant de continuer, on aimerait comprendre. Aujourd'hui, quand le renouveau prend corps, c'est quand même, on va prendre un chiffre comme ça, envoyé par un téléspectateur, c'est quand même 40 structures, 40 sociétés qui évoluent dans les principales zones industrielles. Mais on est navré de constater, et même quelque peu déçu de constater que 31 ans après, sur 40, et c'est un chiffre comme ça là qu'on a puisé dans le document publié par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui-même à une certaine période, sur 40 structures, pratiquement 20 ont fermé. Est-ce que c'est un bon bilan, malgré la difficulté que vous semblez évoquer? Est-ce que, en évoquant la crise économique, est-ce que vous ne vous cachez pas derrière les manquements? Non, je ne me cache pas. Vous savez, moi, je vous dis la vérité, et c'est les données économiques.
Je suis en train de vous dire, c'est pour ça que je vous dis... Combien de structures, par non, exemple, écoutez, on avait en écoutez, 1982? monsieur Collet. Combien est-ce qu'il y en a Monsieur Collet, écoutez-moi. C'est tout à fait normal, je suis d'accord avec ces chiffres-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut voir le contexte. Vous savez, quand on est rentré en crise, quand les bailleurs de fonds sont arrivés, ils nous ont imposé des mesures. Ils nous ont demandé de privatiser certaines sociétés nationales. Et il fallait, par exemple, liquider purement et simplement certaines sociétés d'État. Et on aura envie de c'était un conseil. Non, écoutez, ce n'était même pas un conseil. On l'a vu en Europe, là. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, c'est ce que vous savez, voilà, je dis, quand on parle, il faut expliquer des choses aux Camerounais. Allons-y. Vous voyez que quand il y a la crise, par exemple, en Espagne, en Grèce, on se mobilise avec des coûts des milliards, des milliers de milliards d'euros pour acheter pratiquement le pays. Monsieur, et on a chez nous, c'était... Qu'est-ce qui crée la crise? Chez nous, attendez, je vous ai dit qu'il y a eu des causes exogènes qui ne dépendaient pas du Cameroun. À ce qu'on sache aujourd'hui... Les termes de détérioration, par exemple, les termes de l'échange, il y a eu la chute, par exemple, des matières premières, le café, le cacao, à ce moment-là, par exemple, qui ne passait plus. Je vous ai dit le dollar. S'il y a la crise du dollar, toutes les monnaies étant cotées au dollar. Bon, voilà, étaient cotées. Bon, voilà. Je vous ai dit la crise financière, la dévaluation du franc CFA. Quand on dévalue notre monnaie, par exemple, puisque nous sommes endettés en dollars, ça veut dire que notre dette a été multipliée pratiquement par 2. Vous comprenez, en fait? Donc, il y a tellement de difficultés. C'est ce que je suis en train de vous dire que avec cette situation, par exemple, parce que pour vraiment juger, voilà, c'était donc pour dire que, à cause donc de ces passés, c'est pour ça que je vous ai dit ça, et que pendant 20 ans, vous ne produisez pas, vous êtes presque en faillite, pendant ces 20 ans, votre population est en train d'augmenter. Imaginez votre maman dans la maison. Papa ne travaille plus, on ne peut plus donner, il ne peut plus nourrir peut-être 4 enfants. Subitement, les enfants se retrouvent encore à 8 dans la famille, au fait. D'accord? Mais c'est la catastrophe. Hein? Et aujourd'hui, même si papa retrouve le travail, il ne pourra pas facilement. C'est difficile pour, voilà, pour se rattraper, essayer d'assurer la formation des enfants, la santé et tout. Voilà, ce qui se passe au niveau d'une famille, c'est ce qui se passe au niveau d'un État. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a eu aujourd'hui, à cause de cette crise, qui a des causes exogènes, surtout exogènes, nous avons été victimes. Le chef d'État s'est battu, nous en sommes sortis. Vraiment, c'est grâce à Dieu. Parce que dans certains pays, le Cameroun serait gâté. Hein. Il n'y aurait même plus la paix, il n'y aurait plus la stabilité. Mais je dis aussi, c'est grâce aux Camerounais qui ont une certaine maturité, un certain patriotisme. Je crois que nous avons fait des sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, au lieu de parler de la crise économique, on parle plutôt des grandes réalisations. Et de l'émergence aussi. Et de l'émergence. Il faut donc qu'on se mobilise. Pour y arriver. Pour y arriver, il faut qu'on se mobilise pour le bien-être collectif. Très bien. Dans son déroulement, on vous a vu très ennuyé de constater que les termes comme la crise économique, la déflation, le Cameroun mis sous ajustement structurel à une certaine période, semble aujourd'hui, selon l'Union des populations du Cameroun, des propos tout simplement dépassés qui appellent à vivre avec la réalité au regard donc de toute cette gabegie qu'on constate. On disait tout à l'heure dans un reportage, nous avons suivi dans le journal, que Transparency International n'a cessé de nous attribuer des trophées parce que le pays le plus corrompu est maître dans le détournement des deniers publics. On aimerait comprendre avec vous, vous à l'Union des populations du Cameroun, vous avez eu pas mal de responsables, notamment au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Je voudrais faire référence ici à M. Kodok à une certaine période. Les chiffres de cette époque-là disaient quand même qu'il y a pas mal de structures qui ont existé entre 1982. D'aucunes avaient été créées entre 1958, avant 1982, même d'autres ont même suivi. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement les larmes aux yeux qu'on regarde la marche du pays, la marche de certaines structures. Je pourrais transformer cet anniversaire en apologie des pères de l'indépendance du Cameroun qui avaient conçu les 5 premiers plans quinquennaux. Et dans ces plans, il y avait un premier. Et je lis souvent cette phrase et je la lis souvent à mes étudiants et à mes élèves lorsqu'il m'arrive encore d'enseigner. Ils disaient qu'il vaut mieux être rassasié en bonne santé pour pouvoir créer des richesses que d'être bien habillé et endetté. Vous allez mourir dans la pauvreté. Et ça avait été écrit par un nationaliste camerounais qui était à l'école du secrétaire général, mais qui n'est pas très connu.
son nom me reviendra au cours de l'émission, je vais l'apporter, pour dire que dans les années 73, lorsque, après que la France eut décidé que le Cameroun sera indépendant, on confie en 73, déjà, nous sommes... En 66. En 73, déjà, nous sommes indépendants. Oui, nous sommes indépendants, mais les sociétés sont créées dans les années 73. Et ces sociétés ont été conçues dans les années 61 et 66 par Jean Assoumonvier et Augustin Frédéric Kodok. Bon, certaines personnes étaient surprises de voir avec quelle facilité ils rentraient dans le programme, dans le plan économique du Cameroun. Mais parce qu'ils l'avaient conçu avant qu'on ne le démette de ses fonctions sur une question qui concerne le chemin de fer au Cameroun. Ça, c'est une question sur laquelle oui, on reviendra un autre jour. Donc, globalement, pour dire que la conception qui était d'intravertir l'économie du Cameroun avait été abandonnée et on a choisi de l'extravertir. C'est pour ça que lorsque la crise économique arrive, pour certains, c'est une catastrophe. Mais si on avait fait appel aux Camerounais qui avaient conçu ce système et qui étaient là, ils auraient trouvé des solutions, il n'allait pas y avoir panique. Parce que lorsque la Banque mondiale vient, elle vous donne un conseil. Elle ne vous oblige pas à le suivre. Vous le suivez parce que votre pouvoir dépend d'eux et non du peuple. Une fois qu'on est dans la configuration telle que le pouvoir ne dépend pas du peuple, mais de gens à l'extérieur qui nous l'ont confié, eh bien on obéit à la baguette. Et c'est ce qui est arrivé au Cameroun. La Banque mondiale donne un conseil. Non, ce n'est pas la vision communiste, c'est une vision nationaliste. La France, nous sommes là en pleine crise en Europe. Qu'est-ce que la France a fait? La France a dit qu'il faut stimuler la croissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer de sauvegarder le pouvoir d'achat des Camerounais et des Français. On n'a pas augmenté la salaire, mais on a gelé certaines dépenses pour permettre aux gens de continuer à bien vivre, pour stimuler la consommation interne. Ça n'a pas été fait au Cameroun. Or, on pouvait le faire parce qu'on sait que l'eau et l'électricité consomment 30 à 40% du budget de certains Camerounais. Il suffisait de baisser ses coûts, mais on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il était question de continuer à rembourser la dette, quelles que soient les situations. Et vous saviez que dans ce remboursement de la dette, il y a une partie qui revenait en rétrocommersion au Camerounais. Il faut que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question. Pourquoi certains ministres des Finances se précipitaient à rembourser la dette alors que la Banque mondiale disait de gérer ses fonds pour pouvoir s'en servir? C'est pour ça que lorsque le ministre Augustin Frédéric Kodok arrive, il négocie pour qu'on annule la dette, pour qu'on atteigne ce qu'on appelle le point d'achèvement. C'est quoi? C'est simplement qu'on dit aux Camerounais, OK, ne remboursez plus. Ce qui était destiné au remboursement, on va le mettre dans ce compte. Et vous allez nous dire quels sont les projets prioritaires. Et c'est ça qui est en train d'être investi dans les infrastructures que vous voyez dans les deux grandes communautés urbaines de Douala et de Yaoundé. Ça, on ne le dit pas. C'est pour ça que, dans mon propos, je suis venu en disant que la crise n'est pas finie. Le Cameroun a donc réussi quoi? Le Cameroun a réussi à réduire les salaires. Ce qui était prélevé sur ces salaires pour rembourser la dette, ses partenaires ont dit non, il y a trop de problèmes sociaux en Afrique. Si on perd l'Afrique, on risque de tout perdre. Parce que l'Europe vit la crise depuis 1987. Et l'Afrique leur servait de soupape jusqu'à ces dernières années. Cette soupape a sauté. Et il fallait donc que cette soupape reste. C'est pour ça qu'on a fait les plans d'ajustement. Maintenant qu'il y a une certaine marge de manœuvre, il suffit simplement, courageusement, de changer de priorité. Quelles sont les priorités? Je disais, j'ai cité la date. On parle depuis quelque temps déjà du budget programme. N'est-ce pas déjà une bonne priorité? Non, non, le budget programme, c'est une tautologie parce qu'un budget est déjà un programme. Il faut simplement qu'on revienne au plan quinquennal avec des priorités qui sont l'alimentation, donc l'agriculture, qui sont le logement, qui sont l'éducation. Il y a un grand problème, un grand déficit d'éducation au Cameroun. Et hier encore, je suivais dans une chaîne un débat sur les épaisses. Voilà un pays qui a abandonné l'enseignement, qui l'a pourri, qui l'a dilué parce qu'on estimait à l'époque que l'université était un creuset d'opposants. On a donc crétinisé toutes les structures. Maintenant, on en est là, où on dit que le Cameroun n'a plus le potentiel qu'il avait il y a 10 ans. Mais M. Sow a regardé quand même aujourd'hui, parce que là, vous empiétez directement sur le domaine social. Parce que l'économie, on est d'accord que nous n'avons pas encore décollé, donc ça ne sert à rien d'épiloguer. On est prêt à s'asseoir pour réfléchir, mais pas sur un plateau de télévision. Très bien, mais il se passe quand même que du côté du renouveau, l'économie n'a pas été laissée de côté tout de même. Je peux ajouter là, M. Sow, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, depuis qu'on a quand même retrouvé le chemin de la croissance économique, il y a quand même des grandes idées. Vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, l'économie, le libéralisme économique que nous prenons, c'est une réalité. Le partenariat public-privé, aujourd'hui, on a compris que c'est à travers le privé qu'on peut créer des richesses. Je crois qu'ici, le dialogue
public-privé, aujourd'hui au Cameroun, c'est une réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi compris qu'à travers nos PME, nous pouvons créer des richesses. Le chef de l'État met un accent sur sa politique à la promotion des petites et moyennes entreprises. Il y a tout un ministère qui a été créé. Aujourd'hui, il y a une banque qu'on est en train de mettre en place. Tout ceci pour faciliter l'accès au financement. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, laissez-moi terminer. Je veux aller dans votre sens. Non, laissez-moi d'abord terminer, vous allez revenir. Bon, on vous a parlé de l'agriculture de deuxième génération. Je crois que sur le plan économique, sur le plan agricole, on sait qu'il faut moderniser davantage notre secteur agricole. C'est pour cela que là aussi, vous avez parlé de Fonader. On revient aujourd'hui avec ces banques agricoles. Parce que le chef d'État sait que qui était parti à cause de la crise économique, on n'avait pas moyen. Aujourd'hui, parce qu'on a moyen, c'est ce que je suis en train de le dire, le chef de l'État est en train de tout mettre en œuvre pour que ce secteur-là essaie d'émerger. Je n'oublie pas le secteur informel, le Bayam Salam et consorts, les microfinances. Si ça se développe au Cameroun, c'est pour pouvoir encadrer ce secteur informel qu'il faut absolument faire rentrer également dans le secteur formel de notre économie. Mais ce n'est pas chose facile. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis que, vous savez, en tant que professeur, ce n'est pas l'école. Ça, c'est la pratique. C'est un manager qui vous parle. Vous avez un retard de 20 ans avec un taux démographique qui est très important. Ça veut dire que le taux, c'est tout à fait normal, je reconnais. Le taux de chômage qui est trop élevé, on va parler tout à l'heure du volet social. D'accord? On a quand même 100 000 nouveaux voilà, je pense que ici, s'il vous plaît. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, on a des secteurs qui peuvent nous apporter de l'argent, comme le secteur touristique. Voilà. Vous ne pouvez pas faire du tourisme quand les infrastructures ne suivent pas. Or, pour construire les infrastructures, c'est une réussite aujourd'hui parce que je suis en train de vous dire qu'une bataille, la politique des grandes réalisations, c'est quoi? C'est une bataille acharnée contre ce retard qui est dû par la crise économique. Parce que je vous dis, pendant 20 ans, on n'a pas fait grand-chose. Même d'ailleurs, la première... On a construit des châteaux, je peux dire, pendant la première République, sur ce plan-là, on a eu du retard qu'il faut rattraper aujourd'hui. Ça, je dis, tout n'est pas parfait. Vous savez, aujourd'hui, je reconnais, nous devons faire des efforts. Il l'a dit tout à l'heure, je vais dire par exemple la lutte contre la corruption. Dans tous les pays du monde, c'est pendant la période de crise où les gens s'enrichissent le plus. Très bien, monsieur Attendez, je termine une certaine catégorie. Oui. Mais ce qui m'est important aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, au moment où il se battait pour garder, pour conserver l'unité nationale, la cohésion nationale, d'accord, pour que l'État-nation n'explose pas, il ne pouvait pas tout faire. Croyez-moi, une situation de crise, c'est ça, il faut faire des choix. Il s'est dit, je me concentre sur ça. Maintenant, il a réussi à redresser, à mener son bateau là, il faut sur ces plans-là. Maintenant, il regarde le problème économique, et puis les problèmes économiques et les problèmes sociaux. Et là, il est sans pardon. Qu'on soit du RDPC ou bien de l'opposition. D'ailleurs, cette corruption n'est pas que dans le RDPC. Dans le secteur public, le secteur privé. La société camerounaise aujourd'hui, c'est une société avec... bon, il y a eu des mots qui se sont installés, des vices qu'il faut aujourd'hui éliminer de notre société. Et pour cela, la volonté politique y est. Le chef de l'État a mis toutes les institutions nécessaires. Il y a la CONAC, il y a la NIF, il y a tout ce que... il y a le contrôle supérieur de l'État, il y a la Cour des comptes et tout. Non, je crois que la volonté politique est forte et ça, c'est la volonté d'un homme. C'est l'homme du renouveau. Bien. Monsieur Sow, la question qu'on a envie... dire directement la volonté, toutes ces structures... Non, justement, je vais lui dire que les structures sont là, mais il n'y a pas de volonté, justement. Mais est-ce que la volonté il n'y a pas de volonté. La mise en place de cette structure, la même volonté continue dans le cadre de la mise en pratique de cette volonté? Constant, félicitons le président Biya sur ses 31 ans au pouvoir, parce que c'est une prouesse. Mais reconnaissons avec lui, puisque moi j'ai des discours, je voulais venir avec tous ces discours. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de la déchéance aujourd'hui? Ne sont-ce pas ses collaborateurs? Oui, non, la corruption n'est pas conjoncturelle au Cameroun. Les détournements, c'est structurel. Parce que comment le président Aïdjo arrive au pouvoir? On achète les députés à l'Assemblée nationale pour voter contre Mbida et les destituer. C'est-à-dire que, je vous ai dit qu'il a hérité d'un régime. Et c'est un régime qui extravertit l'économie du Cameroun. Donc c'est un régime qui joue sur l'infiltration, la déstabilisation. Et cette déstabilisation, la compromission. Donc la corruption est structurelle au Cameroun. Pourquoi, lorsque
il y a Ambéli, il y a début d'Ambéli dans les années 99. On aménage le salaire des magistrats, tout le monde le sait, pendant que les enseignants tambourinent partout qu'il faut qu'on relève. On aménage un peu sur les médecins et on abandonne les autres. Pourquoi? C'est à bon escient, parce qu'on dit que ces gars gèrent les budgets pendant les examens, ils gèrent un certain nombre de budgets, et puis ils gèrent les rentrées scolaires, donc eux, ils ont plus d'argent que les autres. La corruption est structurelle au Cameroun. C'est pour ça que même quand on va vouloir relancer, par exemple, l'agriculture, vous allez voir, ça ne va pas marcher, parce qu'on n'a pas défini un cadre suffisamment propre pour que les hommes qui s'en vont faire l'agriculture se sentent fiers. Ils sont toujours, même les ingénieurs agronomes sont considérés comme des sous-diplômés au Cameroun. C'est pour ça que ces gars ne veulent pas aller sur le terrain. Alors que si on leur donnait suffisamment de moyens, on vous dit vous êtes ingénieur agronome, votre défi, c'est de nous produire tant. Et on vous accompagne sur le plan financier. C'est comme ça qu'on fait dans tous les autres pays. L'agriculture a toujours été subventionnée partout dans le monde. On ne peut pas, la Banque mondiale ne peut pas venir vous dire et insister si vous avez suffisamment de lucidité pour leur dire non. Ils ne peuvent pas. Donc quand le Cameroun l'a fait, elle a fait à bon escient. La preuve, ceux à qui nous avons vendu nos sociétés agricoles, ils sont venus avec des subventions de leur pays. Maintenant, si on dit tant qu'il y a la bonne volonté pour créer les richesses, il faut d'abord stimuler la consommation intérieure. Un pays qui dépend totalement, même quand vous êtes, même la Chine qui exporte beaucoup, c'est qu'elle est fragile. C'est pour ça qu'elle encourage la consommation locale. Or, sur le plan du tourisme qu'il a cité, est-ce qu'il y a un tourisme camerounais d'abord par rapport au Camerounais? Est-ce que le pouvoir d'achat du Camerounais lui permet d'aller au restaurant avec sa famille le week-end pour que c'est parti? Non. Bon, il faut donc... Qu'est-ce que vous proposez? Je propose premièrement qu'au niveau de l'agriculture, qu'il y ait des états généraux de l'agriculture. Pas sous la forme qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des priorités définies avant. On veut une armée agricole. Ceux qui y viennent sont des gens qui viennent avec les projets, donc une sorte de forum agricole où on vient présenter des projets que l'État va financer directement et les gens vont rendre compte. Nous avions 4 banques agricoles qui ont disparu. Eh bien, il est temps qu'on s'asseye et qu'on dise aux Camerounais ce qui s'est passé. Il y a des gens dans ce pays qui ont l'argent de ces banques, qui ont des immeubles, qui ont des usines qui fonctionnent. Il faut qu'ils remboursent cet argent. Cet argent existe. Et cet argent peut refinancer l'agriculture. Ça ne sert à rien de les mettre en prison. Sur le plan de l'industrie, je dis nous devons commencer par l'industrie qui naît après l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture a besoin des intrants. Les Camerounais créent des structures sur place qui vont produire ces intrants. L'agriculture a besoin de transformations pour l'exportation. Les Camerounais créent. Et il y a des gens qui sont dehors qui attendent cela. Il y a le gros débat entre la Côte d'Ivoire, voilà, entre le Gabon et le Cameroun sur la bourse, c'était ça. Les Gabonais disaient, vous avez tout, mais nous on a les finances. Donc, mettez la bourse sur nous, comme ça nous allons mettre l'argent chez vous. Et nous avons échoué à ce niveau. Sur le plan du logement social, permettez-moi de tout proposer. Nous avons un déficit. Sur le plan social, on va arriver là tout à l'heure. Non, et apparemment le temps nous tient à la gorge. Et comme nous sommes en partage, vous avez dit nous ne sommes pas en campagne. Donc moi j'aimerais faire mes propositions pour mais on va si vous êtes disposé, on continue à discuter. Aussi. Ça fait longtemps quand même le temps. L'habitat, bon monsieur Bimaï, voilà, la construction est un secteur structurant. En lançant quelques projets immobiliers pour combler ne serait-ce que 10% du déficit qui est de 200 000 logements, le Cameroun va se retrouver comme dans les années 82. Biya avait dit un Cameroun riche et prospère. Quand il a trouvé un Cameroun riche et prospère. Et en Allemagne, quand on lui a demandé, il dit le Cameroun se porte bien. Très bien. Le Cameroun va donc se porter davantage bien. Je voulais lui dire ceci. Je voulais lui dire ceci. Monsieur Bimaï, sur le plan, s'il vous plaît, laissez-moi. Je parle de l'agriculture. Oui, allons-y. Je veux lui dire que le secteur agricole, peu qu'il puisse être développé, aussi longtemps que les zones rurales ne sont pas attractives, ça ne peut pas marcher. Vous savez, pour que les zones rurales soient attractives, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les infrastructures techniques et sociales nécessaires. Et où attendez, laissez-moi. Et où doit-on développer attendez. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Peut-être que vous ne m'écoutez même pas. Je vous dis qu'il faut les infrastructures techniques. Et techniques, c'est quoi? Il faut les routes, il faut l'électricité, il faut les télécommunications, d'accord? Il faut de l'eau potable, d'accord? Les infrastructures sociales. Il faut là où les enfants peuvent aller, les jardins d'enfants, il faut les écoles primaires, il faut les lycées, il faut les centres de santé, etc. Si aujourd'hui, il y a les salles de cinéma et tout, quand vous avez donc des zones rurales qui sont attractives, les gens peuvent y habiter, avec les différentes infrastructures là. Or, ces infrastructures là-bas demandent des moyens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous nous entendez parler de grandes réalisations, il faut absolument mettre les différentes infrastructures techniques et sociales en place pour permettre maintenant, par exemple, aux Camerounais de pouvoir être sur place, d'avoir les mesures d'accompagnement maintenant. C'est-à-dire maintenant,
les trucs comme les banques, les finances, ça vient accompagner. Mais tant que, au fait, l'environnement n'y sait pas, croyez-moi, par exemple, même les paysans ne vont pas rester là-bas. Tout le monde va courir en Mais ils y restaient déjà. Maintenant, je reviens pour terminer, pour dire ceci. Je pense que je suis tout à fait d'accord que cette vision est là. Transformer sur le plan industriel ce que nous pouvons consommer. Et je voulais même dire que pour encourager la consommation à l'intérieur du pays, le chef de l'État, ce n'est pas le rôle de l'État, par exemple, de créer des emplois tout le temps. Mais, tu as vu, il y a eu, par exemple, même pendant la crise, il y a 1500 universitaires qu'on avait insérés, diplômés. Dernièrement, c'était 25 000. Il fallait les envoyer faire des Je crois quand même que il y avait quand même déjà... Il y a la volonté. Il y a déjà le vieillissement de l'administration. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il fallait mieux donner 10 000 bourses. M. Bimaye, oui. au vu donc, après tout ce que vous venez de déclarer, dans tout ce que vous venez de dire, il faut aujourd'hui penser à développer les zones rurales. Je vais prendre le cas de la ville de Douala, par exemple. Le délégué du gouvernement disait à un certain moment, tout le monde ne peut pas vivre en ville. Et même les ministères en charge des questions économiques aujourd'hui sont là pour le constater et confirmer. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour le renouveau de provoquer également l'exode urbain, de faire que les gens rentrent dans les villages, puisqu'il y a tous ces programmes. Vous-même vous disiez tantôt que nous avons traversé aujourd'hui, nous avons atteint le point d'achèvement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'apporter des grands remèdes aux grands maux? Le chômage aujourd'hui, il est ambiant dans le milieu urbain, les zones rurales sont vides, il y a les plantations qui sont devenues carrément des forêts. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller aujourd'hui expérimenter cette agriculture pour sortir des discours? Si vous voyez les différents programmes sur le plan agricole, je crois que ça ne peut que... Ceci démontre la volonté aujourd'hui du gouvernement RDPC de trouver des solutions à ce niveau-là. On est tout à fait d'accord que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, là, je vais aussi lui répondre, il parlait des révolutionnaires. Sankara n'a pas été plié devant les institutions de Bretton Woods. Même Sankara, dans le passé, qui croyait être un grand révolutionnaire. Mais la dynamique a pris. Il a cédé. Bon, c'est pour vous dire que non. Mais sa dynamique a pris. Non, attendez. Vous n'allez pas comparer. Aujourd'hui, le coton du Burkina se porte quand même. Il est le meilleur sur le monde. Laissez-moi, on peut continuer. Je pense que, vous savez, un développement, c'est un processus constant. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Je reconnais que nous avons du retard, ou bien nous-mêmes au niveau de RDPC. Nous savons qu'il y a nous avons encore beaucoup de choses à faire. Mais je dis aujourd'hui, hier on n'avait pas de moyens. Aujourd'hui nous avons des moyens qui ne sont pas suffisants. C'est pour cela que je pense que nous devons nous mobiliser, nous tous les Camerounais, pour la bataille économique. Parce que je dis bien, on a eu du retard, qui est énorme. Aujourd'hui, il faut un taux de croissance à 2 chiffres pour pouvoir lutter contre le chômage. Il faut aujourd'hui, pour lutter contre le chômage, ce qui peut être concret là, c'est de développer des secteurs que nous pouvons maîtriser comme le secteur agricole. Mais même ce secteur agricole demande les infrastructures techniques et sociales de base. Il faut des grands investissements. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il faut féliciter le chef de l'État. Et aujourd'hui, je crois qu'il a fait sa part. Nous, les Camerounais, nous devons également faire notre part. Très bien. Monsieur Sow, nous allons sortir avec le volet social dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, on est parti dans les projets structurants. Qui dit projet structurant, dans l'entendement des discours, c'est que c'est des projets générateurs quand même de pas mal d'emplois. Mais on voudrait aujourd'hui interroger ce système éducatif camerounais. Il y a une inadéquation aujourd'hui. Les discours qui reviennent sont là pour constater qu'il y a une grosse inadéquation aujourd'hui entre l'emploi, entre la formation et l'emploi. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, quand on sait quand même que la population camerounaise aujourd'hui, on n'a qu'à se mettre en route le matin pour constater que nous avons quand même l'un des taux de scolarisation les plus élevés aujourd'hui sur le continent africain. Pourquoi est-ce qu'on continue à souffrir? Il ne faut pas confondre éducation et lettrisme. Quand un peuple est éduqué, il sait tirer profit de son environnement naturel pour survivre. Dans le cas du Cameroun, la faillite est énorme. La faillite est énorme. Vous êtes enseignant, où se trouve le problème? Le problème se trouve que le régime souhaite que les gens soient des chrétiens pour qu'on puisse les gouverner à la baguette.
Voilà la conséquence. Vous savez, quand la colonisation a voulu introduire l'éducation, il y a eu un gros débat pour savoir si l'école ne va pas pousser les peuples colonisés à leur émancipation. Alors, il y avait un directeur de l'enseignement des colonies de l'Afrique de l'Ouest qui a dit, je dois avoir encore Fayot, qui a dit qu'il faudrait que l'école, qu'on met dans les colonies, transforme les hommes libres en esclaves de la nouvelle colonisation. C'est-à-dire C'est-à-dire que le système scolaire soit bridé de telle manière que ceux qui sortent de là soient incapables de s'auto-développer dans l'environnement où ils sont. Et nous sommes donc des victimes de cette école. C'est pour ça que nous pouvons avoir des très grands lettrés et diplômés, mais qui ont de la peine à réaliser la mutation. Nous la vivons avec mon grand frère tout à l'heure. Vous voyez, il est marqué par la volonté de développer le Cameroun, mais il ne peut pas prononcer le mot qu'il est nécessaire de faire une rupture, c'est-à-dire de créer un choc qui va faire comprendre aux Camerounais qu'ils sont enfin libres de réussir. Parce que la plus grosse difficulté de notre pays, c'est qu'il y a une crise fondamentale du pouvoir entre le peuple et celui qui le gouverne. C'est pour ça que les Camerounais, à un moment donné, s'en vont. C'est pour ça qu'ils veulent investir en elle. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de confiance. Pas parce que celui qui gouverne l'a voulu. Il n'est même pas... Il a été formaté par un moule. Il ne peut pas faire autre chose. Il faut que ça s'arrête et qu'une nouvelle génération vienne vivre ces difficultés, créer ces nouveaux canons de réflexion et développer le pays. C'est la seule solution. Le reste, c'est des discours creux. En homme, vous prenez la rupture. Il faut, lui-même en est conscient. Vous avez suivi le dernier discours du président Biya en 2010. Il avait dit l'inertie est la plus grosse entorse à son régime. Or, cette inertie, c'était quoi? Cette inertie, c'était l'incompréhension entre lui et ce qu'il nomme. C'était l'incapacité de ceux-là, même quand on leur a défini ce qu'ils doivent faire, à le faire. Pourquoi? Parce que leur priorité, ce n'est pas le peuple. Leur priorité, c'est comment faire pour rester là. C'est pour ça qu'on peut avoir un budget d'investissement public qui n'atteint pas 20% après une année. Parce que les gens ont peur les uns des autres. Si je fais, on va dire que je voulais faire plaire au président. Le président n'attend pas ça. Le président veut que vous plaisiez au peuple, pour que ce peuple le vote. Maintenant, pour boucler sur le social, en dehors de l'éducation, la santé, c'est pareil. Nous avons des médecins qui sont de très bonne volonté, mais le système, comme la corruption est structurée, s'ils ne se laissent pas corrompre, ils ne vont pas survivre. Et comme dès qu'ils prennent goût à la corruption, ils ne savent plus bien faire leur travail. Et ils se retrouvent on est dans une espèce, n'est-ce pas, de vase clos où on ne peut plus sortir. Il faut que le vase explose. Nous sommes comme, le Cameroun est en train de vouloir renaître, mais dans le sens d'un poussin dans l'œuf. Et pour que cette naissance ait lieu, il faut que l'œuf soit brisé. Très bien. Ce sera donc le mot de fin de M. Soro. Et non, vous, moi, je crois que... Vous allez conclure tout simplement sur ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui concrètement. Monsieur Bima, on vous sait, vous êtes également je voulais dire quelque chose sur le plan social. Oui, je crois que lui-même, par exemple, des efforts qui ont été faits par le Renouveau, il est par exemple enseignant. Le nombre d'universités est passé combien de quoi? En 82, on n'avait pas une université. Ce qui n'a pas nié du tout. Nous sommes aujourd'hui à 8. Mais le système aujourd'hui ne semble pas... Au niveau de l'enseignement aujourd'hui, c'est vrai, par exemple, l'enseignement primaire. Mais nous étions boursiers. La gratuité de l'enseignement primaire. Même si ça restait complexe, au niveau, par exemple, je dis bien, de problème de livres, avec la spéculation. Il n'y a pas d'enseignement sans livres. Oui, mais là... Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Renouveau qui fabrique les livres. Non, attendez. Le surveiller. Oui, mais je dis que ça devient complexe. C'est pour voir qu'il y a la volonté, il faut quand même qu'on avance. On a parlé par exemple du problème de l'encadrement des jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de programmes quand même qu'on fait. Bon, voilà, la femme ici aujourd'hui, on avait 6 femmes en 82 au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, nous en avons combien? Je crois 56. Vous voyez, il y a quand même la volonté aujourd'hui où le chef de l'État... Non, l'implication des femmes. Non, attends. Aujourd'hui, les données... Nous n'allons pas commencer notre débat puisque le temps qui nous est... Nous ne sommes pas en campagne, nous voulons des solutions. Donc, les solutions qu'on voulait le dernier mot de fin. Maintenant, vous êtes... Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces projets structurants aujourd'hui qu'on a sont adaptés ou alors ont une certaine adéquation avec la formation que nous vivons sur le terrain aujourd'hui? Concrètement, je voudrais poser la question, c'est tous ces projets, selon le libellé, sont sources ou alors sont générateurs d'emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, le système universitaire et les autres, combien de Camerounais seront employés, par exemple, à l'Empanga? Tout à fait. Ce que je veux dire, M. Ekole, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est ce que pense le chef de l'État. Nous devons comprendre que pour que ce pays se développe, ça doit d'abord se développer par l'apport des Camerounais. Et nous n'avons que besoin de l'étranger là où nous n'avons pas de compétences.
Et aujourd'hui, je crois que quand le chef de l'État parle de l'inertie, il parle par exemple de magouille, il faut qu'on arrête, parce que même moi je le dis, et c'est là où aujourd'hui, je crois, nous sommes en train d'avancer. Je suis tout à fait d'accord qu'au niveau de RDPC, nous devons faire le monitoring dans le chef d'État lui-même, le check-up pour les problèmes comme l'inertie, pour voir pourquoi, par exemple, le budget d'investissement n'arrive pas à être consommé. Et je crois que dès qu'on peut le savoir, qu'on prenne aussi des mesures, qu'ils prennent des mesures pour pouvoir nous faire avancer. Je dis bien, tout n'est pas parfait, mais je dis, mais il y a quelque même chose s'il qui faut se corriger, fait. attendez, s'il faut corriger, il faut l'unité, il faut la cohésion nationale, derrière les grandes réalisations. Et bien sûr, comme il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mesures parfaites, il faudrait que nous tous, que nous puissions participer à rectifier le tir quand il le faut, mais nous devons tous avoir comme un seul objectif le développement de notre pays, qui ne peut qu'être aussi possible s'il y a la paix et s'il y a l'unité nationale. Et ce sera la fin de citation donc pour cette émission, la toute première édition de Conversation après le temps de congé que nous avons pris pour repartir de nouveau pas. Conversation, c'est le rendez-vous au cours duquel nous revenons sur les points marquants de l'actualité. Et c'était donc l'an 31 du RDPC, l'an 31 du renouveau et non le RDPC, même s'il est vrai que le parti de M. Bimaye a récupéré 31 ans du renouveau. Cela va de soi, c'est quand même la fête au président national, le chef de l'État du Cameroun, pour son accession à la magistrature suprême. Pour échanger sur le bilan du renouveau politique, social, économique et culturel, nous avions sur ce plateau Serge Soro, qui est le secrétaire national à l'Organisation de l'Union des populations du Cameroun. Et bien entendu, à notre gauche, il y avait M. Jacques Bimaye, qui est, lui, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame, Monsieur, votre fidélité au programme de Camus 24 nous honore. Merci de rester des nôtres. Bonsoir.